Bonjour à tous l'internet web. Ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, tout simplement parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup et je trouve qu'il y a plusieurs petits mythes à discuter entre nous. Donc aujourd'hui nous allons parler du moteur rotatif et surtout de l'histoire de la Mazda 787B. Cette année, 3 Mazda, un point, c'est tout pour la représentation nippone, mais l'avenir va prouver qu'il n'est pas besoin d'être nombreux pour faire parler de soi. Mazda, enfin, qui gagne avec la technique du rotatif, devenue une véritable horloge, mais condamnée l'année prochaine. Alors, avant de commencer toute l'histoire de cette voiture en particulier, on va revenir en arrière, on va essayer d'y aller étape par étape, essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Déjà, nous allons parler du moteur rotatif. Savoir qu'est-ce que c'est. Il faut savoir que le moteur rotatif, c'est un moteur alternatif à ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons un vilebrequin, des pistons qui montent et qui descendent. Que ce soit diesel ou essence, c'est le même fonctionnement. À part au niveau de l'allumage, qui là n'est pas pareil. Le diesel, c'est par compression. L'essence, c'est une bougie qui crée l'explosion. Mais en soi, c'est exactement le même système. C'est soupape, ça rentre, piston, pouf, pouf, c'est le même système. Le moteur rotatif, pas du tout pareil. C'est un triangle qui est tenu sur un vilebrequin, donc c'est un vilebrequin. Aujourd'hui, on le connaît sur 2 rotors, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 triangles. Le mélange rentre. En fait, ce qui va se passer, c'est que, comment vous dire, ça va plus vite qu'un moteur à 4 temps. Il faut savoir que dans les voitures, on a un moteur à 4 temps. Premier temps, ça rentre. Ça rentre via la soupape. Deuxième temps, ça compresse. Troisième temps, étincelle. Quatrième temps, éjection. En fait, c'est super long. Le moteur rotatif, ces 4 temps-là, il va le faire en même temps, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que les gaz d'échappement ressortent, il y a de l'air qui rentre et il y a une étincelle qui se crée. Donc c'est ça qui fait la particularité surtout, c'est que c'est vachement plus réactif. Donc maintenant, on va essayer de savoir d'où il vient. Vous n'êtes pas censé savoir que le moteur rotatif est allemand. De base, c'est le moteur Wankel. Wankel par rapport à son créateur, Félix Wankel. On va essayer de contextualiser. Félix, à ce moment-là, il est adolescent, il est lycéen et il ne va pas aller au bout de ses études. Il faut savoir que son père est mort durant la Première Guerre mondiale et que sa mère, du coup, est veuve. Il s'installe à Heidelberg. Enfin, si je le dis bien, il va arrêter l'école, il va faire du boulot à côté tout en ayant un garage avec ses amis en arrière-plan pour bricoler et tout ça. Le problème, c'est que lui, comme il n'a pas eu son bac, en fait, il peut pas officialiser le garage. Il faut un diplôme avec ça, du coup, il va demander à son pote qui va ouvrir le garage à son nom. Et là, ils vont avoir un contrat assez intéressant. Ils vont travailler pour Moto DKW de là-bas. Mais ce que veut Félix, lui, à la base, c'est vraiment créer son moteur. C'est mettre son moteur dans une voiture. À 22 ans, et là, on est en 1924, son moteur est créé et c'est en 1929 que son moteur est labellisé. Donc là, c'est officiel, il a le brevet du moteur. Il faut savoir qu'on est en Allemagne, entre 2 guerres. Une chance sur 2 qu'il soit gentil, une chance sur 2 qu'il soit... Bref, ce gars, il est vraiment pas cool. Il va travailler avec les petits hitlériens et il va même rejoindre en 1940 le parti SS de là-bas, quoi. Donc Félix s'associe avec le groupe NSU. Eux deux, ce qu'ils vont faire ensemble, c'est qu'ils vont d'abord créer un prototype. Alors, pas complet, ils vont juste prendre une voiture existante, donc la Prince de chez NSU. Ils vont y installer un rotor à l'arrière de cette voiture, habituellement à 2 cylindres, donc un rotor, un seul triangle. Et c'est en 67 qu'on voit la première voiture commercialisée avec le moteur rotatif. Alors, quand je dis moteur rotatif, faut faire attention, parce qu'un moteur rotatif, en réalité, c'est un moteur d'avion. C'est un moteur à piston rotatif, c'est différent. Normalement, c'est comme ça qu'on l'appelle, sauf qu'on l'appelle le rotatif. Donc voilà. Mais c'est un moteur à piston rotatif. Avant la commercialisation de la Aero 80 en 67, il faut savoir qu'en 61, il y a une marque que vous connaissez forcément, qui s'intéresse énormément à ce moteur, c'est Mazda. Donc Mazda va rentrer dans une phase de négociation avec le groupe NSU et vont s'associer pour régler les problèmes principaux de ce moteur. Surtout un gros problème, c'est les segments qui s'usent beaucoup trop vite et qui ne créent plus d'étanchéité et du coup c'est de la merde. En fait, les segments sur un piston rotatif, aujourd'hui on appelle ça des apex, 3 petits segments
si vous voulez, à chaque extrémité du triangle, qui est divisé en deux. Donc ces apex-là, ils étaient d'une matière qui était pas bonne, il me semble que c'était du carbone et tout ça, enfin bref, il y avait une histoire de matière, ils ont réglé ça justement avec Mazda. Une fois la licence obtenue, Mazda va créer une voiture, c'est la Cosmo, que vous connaissez fortement. En 68, ils vont créer la R100, pareil, avec moteur rotatif, et la Mazda 323. Donc la première c'est la Mazda Familia. Et en 71, ils vont créer la RX3, donc l'ancêtre des RX7. La RX3 jusqu'en 78. Qui suit les années 78, c'est les RX7. Il y a eu 2-3 voitures autres que chez Mazda, entre guillemets, qui ont le moteur rotatif en particulier. C'est la marque premium à cette année-là de Mazda. Mazda a eu une marque premium qui s'appelle Eunos et ils ont sorti la Eunos Cosmo, qui je trouve est d'une beauté extravagante. Il y a eu bien sûr quelques voitures, quelques prototypes aussi. Le RX500 qui est un concept car. Il y a eu un Parkway, un minibus qui a eu un moteur rotatif. Alors la Eunos Cosmo, la petite différence qu'il y a entre toutes les autres qui ont des rotatifs à 2 rotors, la Cosmo elle en a 3 rotors et c'est le moteur, c'est le R20B. Donc pour 2 litres, aujourd'hui une RX7 c'est le 13B pour 1,3 litre tout simplement. Il développe actuellement 280 chevaux et 403 newtons à 1800 tours. Là je sais pas si vous vous rendez compte, à 1800 tours c'est astronomique. Aujourd'hui par référence, une Evo 10, écoute bien, une Evo 10 de 295 chevaux fait 406, donc 3 newtons de plus, à 3500 tours. La Cosmo, là, elle en fait 403 à 1800 tours. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais autre, son moteur exceptionnel et le bruit exceptionnel, 3 rotors, c'est exceptionnel. Cette voiture, je la trouve vraiment classe. Par référence, c'est un peu la Silvia de chez Mazda, avec une petite touche de visuellement Ford Probe, sans les phares escabotables, mais un petit peu quand même, je trouve. C'est mon avis, je vous emmerde. On va faire un petit point sur les RX7 parce que c'est important, c'est le moteur rotatif. Donc la SA, la FC et la FD. La SA, à sa sortie, développe 105 chevaux et est équipée du moteur 12A. Elle va être aussi équipée d'un turbo, donc en 12 TA. Et à la fin de sa production, elle sera équipée du 13B. La particularité de la FC, c'est qu'elle a participé au groupe B, donc avec le moteur rotatif qui était en 4x4. 300 chevaux à ce moment-là, à 8500 tours. Elle n'a pas eu de gros résultats, à part sur un rallye, il me semble qu'elle a fait 3e. En groupe B, il y a eu 4 voitures de produites, dont sur les 4, un châssis. Donc au final, 3 complètes et un châssis. L'AFC, quant à elle, aura connu que le 13B et aura des versions, bien entendu, turbo. Il y a eu beaucoup de séries limitées sur cette voiture. D'ailleurs, c'est la seule, la FC, c'est la seule à avoir une voiture en cabriolet qui est équipée de jantes BBS, qui a les versions infinies des FC, qui a le logo infini un peu partout, qui a les jantes BBS en option et qui a un gain de puissance par rapport à l'origine. Donc les FC d'origine, ça faisait 205. Qui a un gain de puissance de 10 chevaux, donc 215 pour la plus grosse version. Sinon, en plus de ça, ils ont un châssis plus allégé, des suspensions améliorées, des ponts plus courts pour certaines. Après la FC, nous avons la FD. Pour moi, c'est ma préférée, voilà, pour beaucoup de monde. Beaucoup de monde, c'est la FC. Moi, j'aime bien la FD. Mais la FC, je la trouve magnifique aussi. La FD est sortie cette fois-ci avec le 13B Review, en améliorant plein de petits soucis par-ci, par-là, qui est cette fois-ci monté d'un biturbo turbo séquentiel. Et cette version, pareil, ils l'ont poncé. Au final, sur la FD, il y a eu 6 générations de FD. 6 versions, 6 séries de FD. Alors, globalement, sur les versions, c'est du plus, c'est beaucoup de esthétique, les phares allongés, le toit ouvrant, ce genre de conneries. Nous, ce qu'on va avoir beaucoup en Europe, c'est la 6e génération, la série 6, et qui a le logo, je sais pas si vous avez remarqué, qui a le logo effiné, qui est pour moi un peu le plagiat du logo Rocket League. Et ensuite, si on passe les RX7, nous avons la RX8 qui a eu le dernier moteur rotatif. Et après, bon, aujourd'hui, ils le mettent
ils veulent encore essayer de le mettre dans les voitures hybrides, mais bref, qui a eu simplement le moteur rotatif. C'est la RX8 qui là n'a pas de turbo, existe en version 192 et 231 chevaux. On va déjà exploser un premier mythe. La première chose, il faut savoir qu'un moteur rotatif, beaucoup de gens disent que le problème c'est que c'est pas fiable. Alors, ils ont pas totalement tort, mais ils ont pas raison non plus. Un moteur rotatif sorti d'usine, c'est fait pour être automatiquement rebuild tous les 100 000 bornes. C'est obligatoire. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que la RX8 est la pire, alors qu'en vrai, pas du tout. Le moteur des FD est plus fragile que le moteur des RX8. Faut savoir qu'en plus, le moteur de RX8 a eu pas mal de petits changements, a eu des systèmes de clapet au niveau de l'admission et tout ça pour le volume d'air par rapport au régime moteur. Et en plus de ça, la sortie d'échappement a été déplacée dans la chambre de combustion pour pouvoir garder un peu plus le gaz d'échappement bref, tous des systèmes. Et du coup, quand même, il atteint 231 chevaux en atmosphérique, en notant que en biturbo, la FD est à 280. Bon, après, il y a la loi des gentlemates au Japon à ce moment-là. Un moteur rotatif demande énormément d'entretien. Les vidanges, il faut les faire divisé par 2, je sais pas combien c'est de kilomètres, mais il faudrait les faire tous les 5000 une vidange. C'est une voiture qui bouffe beaucoup de bougies, qui bouffe de la bobine. Ça demande énormément d'entretien et c'est pour ça que le problème c'est que les RX8 ils sont à un prix trop abordable aujourd'hui. Une RX7 neuve coûtait 65 000 euros. Une RX8 neuve, ça se vendait 35 000 euros. Donc voilà, bon, désolé les haineux, mais oui, une RX8 en soi, c'est fiable. Enfin, si la voiture a été entretenue, si les rebuilds ont été refaits et tout ça, très honnêtement, si vous comptez faire pareil, bien l'entretenir en soi, une RX8, vous aurez pas spécialement de problème avec. Voilà, mais faut faire le nécessaire. C'est un budget. Alors maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le sujet de la compétition. Mazda, qu'est-ce qu'ils font? Mazda, du coup, comme je vous ai dit, ils ont fait du rallye avec la FC en groupe B. Ils ont continué avec la Mazda 323, donc là, il n'y avait plus le Rotary avec la 323 GTX, pareil en rallye, mais en tout, ils ont fait 6 ans de rallye. Outre le rallye, Mazda faisait énormément de courses tourisme, donc principalement au Japon et surtout en Europe. Au Japon, déjà l'ouverture du circuit Suzuka, où là, globalement, tout s'est passé. Ils ont roulé avec la Carole, une petite Mazda assez sympathique, où ils ont rien fait. Évidemment, c'est logique. On avait parlé durant la vidéo de JZ qui avait Nissan et Yamaha en face. Évidemment, c'est pas avec une petite voiture sans permis là qu'ils vont faire grand chose. En 68, avec la Cosmo, il décide de retourner aux 84 heures du NURB, où là il finit 4e, ce qui est vraiment pas mal. Et c'est à partir de 69 que Mazda va commencer à faire vriller tout le monde avec la R100 que je vous ai parlé très vite fait tout à l'heure. L'année 69, c'est là où Mazda va beaucoup bouger. Ils vont principalement s'attaquer aux courses européennes et surtout au Spa, aux 24 heures du Spa. Donc en 69, ils engagent 3 voitures. Malheureusement cette année-là, il y a eu un mort, Léon Dernier. Les 2 autres R100 ont fait 5 et 6e sur les 24 heures. Comme avec la Cosmo, ça s'est plutôt bien passé. Sur les 84 heures, ils retentent leur chance et décident d'engager 3 voitures. 2 ne finissent pas la course, mais par contre, une finit et finit quand même 5e du classement général. En fin d'année, ils décident de retourner aux 24 heures du Spa, cette fois-ci avec 4 voitures. Alors là, c'est là où elle va se faire surnommer la Small Giant, le petit géant, tout simplement parce que je sais pas si vous visualisez une R100, c'est petit, c'est très petit. Il faut savoir qu'une des petites R100, donc sur les 4 engagés, il y a eu 3 abandons. Bon, c'est une chose. Il faut savoir que le mec dans sa petite R100, il était en tête pendant 20 heures avec cette petite voiture. 20 heures en tête. Vous allez dire, bon, c'est bien, il était 20 heures en tête, c'est cool. Faut savoir que en voiture qui collait son cul, qui était derrière cette voiture, il y avait de la BMW Alpina
2800 CS. Vous savez très bien ce que c'est cette caisse. Vous avez vu la gueule et se faire niquer par un petit jouet avec un petit moteur rotatif. Donc si vous voulez, elle donnait des sueurs froides aux gens. Malheureusement, elle a fini la course 5e. Alors ce qui est pas dégueulasse, hein. Je vous rappelle qu'elle était 20 heures devant. En 71, cette fois-ci, ça va être plus en Amérique. Où il y aura les RX-7. Il faut savoir que la RX-7 a très bien marché aux États-Unis et ils se sont beaucoup mis sur les 24 heures de Daytona. Mazda faisait beaucoup d'endurance, surtout pour montrer que les voitures sont fiables. Sur les 24 heures du Daytona, deux RX-7 vont signer la pole position, vont finir premier et deuxième. Cette voiture attire les gens et ce qui va se passer, c'est que tout le monde va en acheter au fur et à mesure du temps et c'est une RX-7 4 rotors qui va signer le record et qui va signer la 100e victoire avec le même modèle. Faut savoir que sur les 24 heures de Daytona, les RX-7 ont gagné 8 années consécutives, dont 12 titres consécutifs aussi, pareil, autant tout faire direct, tout. Et en même temps de tout ça, nous sommes en France, en 1970, au circuit du Mans. Et c'est pas Mazda qui va engager des voitures, mais c'est une écurie belge, c'est Levis International Racing, qui va tout simplement prendre un moteur rotatif, donc qui est à ce moment-là le 10A. Donc c'est un birotor de 982 cm3 et qui vont installer dans un châssis, le châssis d'une Chevron B16. Donc c'est une voiture anglaise. Mazda s'y intéresse et décide de superviser le projet. Donc ils envoient un ingénieur de chez Mazda pour installer le moteur dans le châssis. Alors le projet a l'air pas mal. La course se passe comment? Ils la finissent pas. Plusieurs problèmes, fuite d'essence et problème d'allumage. La course se termine sur un abandon. Mais je vous rassure, elle n'était pas première, non, elle a roulé 30e pendant 1 heure. En 74, c'est Sigma qui cette fois-ci va s'intéresser au moteur rotatif. Et là, cette fois-ci, ils vont installer le 12A. Dans une biplace, la MC73 qui ne va pas finir la course aussi, pareil, plusieurs avaries, plusieurs problèmes, donc elle ne finit pas la course. Et c'est à partir de 80 que ça va un peu plus se former, une écurie américaine vont engager cette fois-ci la voiture complète, donc une RX-7 qui est conduite par un Suisse, Pierre qui va finir premier de sa catégorie et du coup 21e au classement général. Donc là, félicitations, enfin. Et à partir de 81, c'est une entreprise à part entière, donc Mazda Auto Tokyo, qui engage cette fois-ci deux RX-7, une RX-7 253i et une RX-7 254i, pardon. Voilà. Alors cette fois-ci, ne vont toujours pas finir la course. Une Mazda casse son moteur et la deuxième pète son arbre de transmission. En 82, rebelote. Deux RX-7 engagés, une pète son moteur et la deuxième finit 14e sur le classement général. En 83, c'est à partir de ce moment-là que ça va commencer à s'énerver un peu. Mazda Auto Tokyo obtient de l'aide de Mazda officiel et se transforme en écurie Mazda Speed. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont arrêter les petites voitures à la con et qui vont commencer à se concentrer sur des prototypes. Donc ils vont créer deux voitures, les 717C avec le moteur 13B dedans. Il faut savoir que c'est les deux seuls à finir dans leur catégorie, donc ils finissent 12 et 18e au classement général. En 84, ils abandonnent la 717C et ils passent sur les 727C. Ils en engagent deux. Finit cette fois-ci 4 et 6e, une voiture qui utilise le même moteur qu'eux, mais dans une Lola T616, qui eux vont finir premier et 3e. Donc là, ils sont dans la catégorie C cette année-là, et l'année d'après, ils vont passer en catégorie C2. Et cette fois-ci, ils vont engager deux 737C, qui eux vont finir 3 et 6e.
En 86, c'est la première fois que Mazda va créer le châssis complet, parce qu'il faut savoir qu'ils mettaient leur moteur dans des voitures. Ils vont passer à 3 rotors, ils étaient à 2 rotors avant. Ils vont passer à 3 rotors en 86. Ça va être la 757 qui va être en catégorie GTP, donc qui est la plus grosse catégorie de ces années dans les 24 heures. Cette année-là, ils ne vont pas finir la course. C'est la première fois que Mazda en personne ne finissent pas la course. Problème de boîte. En 87, ils en engagent 2, parce que l'année d'avant, il n'y en avait qu'une seule, dont une des 2 problème moteur et une qui finit 7e au classement général. Faut savoir qu'entre-temps, ils font pas que les 24 heures du Mans. Ils sont aussi au championnat All Japan au Japon. Donc ils font beaucoup de tests autres que les 24 heures. En 88, cette fois-ci, Mazda vont engager 3 voitures. C'est la première fois qu'ils en engagent autant. Ils vont en engager du coup la voiture des 2 années précédentes, la 757, et 2 nouvelles versions, les 767B. Faut savoir que là, la 757 va gagner face aux 2 767 qui eux utilisent 4 rotors qui font environ 600 chevaux. Et la 757 va finir 15e au classement général. J'ai dit 760B, non, là c'est les 700. En 88, c'est les 767. En 89, la 767 évolue, a des révisions châssis et performance et devient la 767B. Une va être testée aux 24 heures de Daytona et finira 4e. La même année, 2 767B vont être engagés aux 24 heures du Mans et finiront 7 et 9e en classement général. En 1990, nous allons découvrir la 787 tout court. Mazda engage 3 prototypes, la 767B et 2 787. Et il faut savoir que il n'y a que la 767B qui finit la course. Les 2 787 ont pareil des problèmes moteurs et tout le bordel. Et c'est à partir de 1991 que nous allons voir apparaître la 787B. Mazda engage 3 voitures, 2 787 et une 787B. Sur 2 rivets de couleurs différentes, les 2 787 portent le numéro 18 et 56 et qui ont une couleur blanche suivie de la couleur bleue. La 787B cette année-là est peint du coup en orange et vert, le fameux covering que tout le monde connaît. C'est par rapport à Renown, une marque de vêtements japonaise, c'est leur sponsor. Et cette année-là, ça va être assez particulier. Ils font les essais de vitesse, finissent 19, 23 et 30e sur la grille de départ. Donc la 19e, c'est la numéro 55, donc la 787B. Il faut savoir que durant les essais, ça s'est plutôt bien passé. Le Rotary, lui, son but, en gros, c'est de rouler économiquement, entre guillemets, par rapport aux voitures d'adversaires. Ce qui va se passer, c'est que le directeur lui-même va tout simplement changer la stratégie de la 787B. La différence entre la 787B et la 787, c'est surtout au niveau de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse sur la 787B est un peu plus longue et permet de gagner en ligne droite plus de 20 km/h comparé au 787. Donc la stratégie de course sera changée sur la numéro 55 et dit clairement au pilote à ce moment-là de rouler comme si c'était un sprint et non pas une endurance. Donc c'est ce qui va faire un peu la différence, vous allez voir. En début de course, la 787B arrive quand même à stagner sur la 3e position, donc ce qui est vraiment pas dégueu. Devant, il y a 2 Mercedes, les C11 à ce moment-là, et durant la course, une des 2 C11, celle de Michael Schumacher, fait une sortie de piste. Chez Mercedes, la 31 des petits jeunes, alors en tête, doit changer de capot avant, après un tête-à-queue sous le Dunlop. Et plus tard, doit même rentrer au stand pour des problèmes mécaniques. Les premières rumeurs alarmistes commencent à circuler. Il paraît que la voiture chauffe. De plus, il y a la transmission qui a déjà causé tellement de tort aux 2 autres Mercedes. Donc là, la Mazda 787B se retrouve en 2e place et Mazda se dit tout simplement que c'est pas perdu. Chez Mazda, la 55 est toujours 2e, grignotant petit à petit les secondes sur la Mercedes de tête.
Mercedes à ce moment-là, étant donné qu'ils ont perdu une voiture, dit clairement à celui qui est en tête, économiser du carburant et de ralentir le pas pour assurer la place. Donc là, on se retrouve avec une 787 qui est à fond les ballons en deuxième place et du coup une voiture un peu plus lente en première place. Ce qui va aussi créer la différence cette année-là, c'est que déjà Jaguar, qui était pas mal en tête sur les anciennes années, vont réutiliser la voiture d'année précédente, donc ce qui va causer un peu leur tort et qui est derrière à ce moment-là en troisième place derrière la Mazda. Et c'est à partir de la 22e heure que la première Mercedes, celle qui est en tête, donc c'était Alain Ferté, rencontre une panne mécanique et est obligé d'abandonner. Donc les deux Mercedes sont en abandon et la Mazda se retrouve en première place. C'est à 12h54, très précisément, que la victoire va s'envoler pour Mercedes. Alain Ferté rentre au stand. La cause, une grande première pour la firme qui s'en serait sans doute bien passée. Une patte de l'alternateur s'est brisée, cassant une courroie de la pompe à eau. Conséquence, la température du moteur passe brutalement dans le rouge. Au niveau du relais, celui qui la conduisait, pilote à ce moment-là, décide et veut finir la course, donc ne veut pas passer le relais et veut absolument finir la course. Donc la Mazda numéro 55 qui est en tête avec au volant un Johnny Herbert déchaîné qui va s'offrir un triple relais jusqu'à l'arrivée. La Mazda gagne, les deux autres 787 finissent 6 et 8e et la 787B première. Faut savoir que Hébert à ce moment-là était tellement déshydraté qu'il a même pas pu réellement sortir de la voiture, c'est l'équipe qui l'a sorti, n'a même pas pu célébrer sa victoire car il a été directement emmené aux urgences. Faut savoir que il y avait 38 voitures au départ, il y en a 16 qui ont fini, dont 12 classés. Sur les 12 classés, il y a 3 Mazda qui ont fini. Donc ça montre un peu leur niveau de fiabilité aussi. Mazda a gagné, on va dire, avec un peu de chance et avec une stratégie vraiment... Mazda s'est dit, on a fait des essais, la voiture est fiable, on fonce. Faut savoir que la 787B n'a rencontré aucun problème durant tous les 24 heures. Elle n'a jamais rien eu, mis à part un phare et un roulement de roue qu'ils ont changé parce que il avait tendance à surchauffer légèrement, mais il a été changé au cas où. C'est même pas il a été changé, non, il a été changé au cas où. Beaucoup de gens croient et disent que la 787B a été exclue par sa surpuissance et tout le bordel. C'est que des conneries, c'est pas vrai parce qu'elle elle a été première qu'à partir de 22 heures de course. Donc au final, elle était première 2 heures sur toute la course. Ce qui s'est réellement passé, c'est que le règlement a changé. Ils se sont fiés au règlement de la F1, poussait au moteur 3,5 litres et donc a automatiquement exclu les moteurs Rotary et faire en sorte que tout le monde ait la même base moteur. C'est tout simplement ça. Il y a rien de ouf parce qu'il faut savoir que le moteur rotatif, au final, ils ont mis 20 ans à gagner réellement les 24 heures déjà. Le moteur rotatif a super bien marché, comme je vous disais, aux 24 heures de Daytona. Il a super bien marché, il a plutôt bien marché au Spa aussi, aux 84 heures de Nürburgring et tout. Faut savoir que c'est un moteur de compétition et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'un rebuild est nécessaire tous les 100 000. C'est pas pour aller chercher du pain, mais non, le moteur n'est pas surpuissant, peut-être pas exagéré. Et du coup, les 787, c'est des moteurs à 4 rotors. Et là ça couine, là ça chiale. Alors, je trouve que la 787B est une voiture à fantasme. J'ai plus envie de dire ça, c'est un fantasme automobile. C'est comme dire que la LFA, c'est top. La LFA, elle fait un super son, c'est un super moteur, mais il y a plein de trucs qui vont pas à côté. C'est pareil pour la 787B. Moi, j'adore le son est d'une qualité exceptionnelle. Tout est ouf sur cette caisse, elle est magnifique, elle est trop bien. Mais faut se rendre à l'évidence que y a beaucoup mieux. Et non, elle a pas été exclue, pareil que la GT-R R32 qui elle a vraiment été exclue des compétitions par trop forte. Est-ce qu'elle a fait autre chose? C'est surtout ça, la 787. Est-ce qu'elle a fait autre chose? Oui.
après les 24 heures, elle a continué à rouler, c'est pas ça le problème, mais elle n'a pas eu des résultats de fou. Elle continuait les championnats de France, du monde et tout ça. Elle n'a jamais eu des places exceptionnelles, il y a que les 24 heures où elle a fini réellement premier, c'est tout. Donc voilà, Mazda en 92, donc après leur victoire, engage tout de même une voiture. Donc ils engagent la Mazda MXR01, donc sur une base de Jaguar, et là utilisent un bloc Jude, mais n'ont pas des résultats non plus exceptionnels. Donc voilà, ça me faisait plaisir de faire cette petite vidéo. J'aime beaucoup cette voiture et moi-même je voulais absolument me renseigner parce que moi aussi je me disais qu'elle a été exclue parce que trop forte. Bah non, pas du tout, et c'est de la chatte. Mais merci à Mazda, merci à Félix le SS, oh là pas trop, d'avoir créé ce moteur, d'avoir fait des voitures à dinguerie aujourd'hui. Sur ce, n'hésitez pas du coup à bien me suivre sur l'Instagram, c'est toujours sympathique, et moi je vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Un petit bisou à vous.